sujet de la transformation. Je crois que le sujet de la transformation, Urbain a dit que c'était une permanente au Luxembourg, mais je dirais même au-delà, depuis l'existence du capitalisme, depuis la révolution industrielle, c'est quelque part une constante du capitalisme. C'est justement un régime économique qui est toujours en transformation, c'est un de ces aspects qui le définit. L'objectif principal, finalement, c'est toujours de produire davantage en moins de temps, avec moins de moyens, avec moins de coûts, avec moins de main-d'œuvre. Ça, c'est un processus, finalement, qui est en cours depuis la révolution industrielle, il y a 200 ans. On l'appelle rationalisation, alors qu'il peut être tout à fait irrationnel. Mais on connaît tous les conséquences, c'est surtout depuis les années 70, le développement du chômage de masse, mais pas seulement, parce qu'on ne détruit pas seulement des emplois, on crée aussi des nouveaux emplois. Mais on a eu des transitions, finalement, aussi ici au Luxembourg, on est passé d'une société agricole à une société industrielle et puis à une société basée essentiellement sur l'économie des services. Et la question se pose un peu où on va au-delà de la société, de l'économie de services. C'est quoi la perspective qui reste? Et où vont se déplacer les emplois? Et je crois que c'est primordial pour nous comme syndicalistes de prévenir, de préparer les transitions qui vont venir. On parle grosso modo de deux grandes transformations. La transformation digitale, qui est déjà bien avancée, je crois que tous les collègues qui travaillent dans l'industrie s'en rendent compte tous les jours, si on ne compte pas combien de travailleurs on avait dans l'industrie il y a 40 ans avec aujourd'hui, alors qu'on produit quand même de plus en plus. C'est quelque chose qui continue toujours d'avancer, mais qui avancera aussi dans les années à venir. Et puis, au vu des analyses de l'IPCC, des objectifs internationaux par rapport à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui découlent de ces analyses, donc de la lutte contre le changement climatique, on a aussi la transition écologique vers une société décarbonée. Avec tous les événements météorologiques extrêmes qu'on a connus ici dans la grande région, on voit que c'est de plus en plus déjà une réalité maintenant. Et comme syndicat, nous soutenons évidemment ces objectifs. Mais la question, c'est comment d'accomplir cette transition écologique sans que ça a des impacts sociaux dévastateurs, donc que ça se passe d'une manière socialement juste. Et c'est d'où on sort la revendication d'une transition juste qu'on a toujours un peu de difficulté de faire passer auprès des milieux politiques, moi ici au Luxembourg. Donc, le concept de transition juste inclut la prise en compte de l'impact social des mesures qui sont prises pour lutter contre le changement climatique. Ici, il y a 2 ans, on a introduit la taxe CO2 qui est censée inciter finalement à recourir moins aux énergies fossiles. C'est un objectif louable, mais il faut aussi voir, c'est une taxe sur la consommation, comme la TVA par exemple, donc a priori, c'est une taxe socialement régressive, donc il faut aussi prévoir des compensations pour les petits, voire les moyens revenus pour compenser cet impact en d'autres lieux. Il y a aussi la question des rénovations pour augmenter l'efficience énergétique des logements, où il faut prévoir plus de subventions ciblées. Bon, il y a eu des annonces hier qui vont un peu dans cette direction, aussi dans le dernier accord tripartite. Mais globalement, jusqu'ici, cette politique de subvention était plutôt une politique qui favorisait ceux qui se pouvaient payer les rénovations, parce qu'il fallait avancer tout l'argent. Et il n'y avait pas de ciblage finalement de mesures, donc c'était plutôt même des subventions pour les mieux lotis.
Donc là, il faut une autre logique et vraiment toujours aussi prendre en compte la dimension sociale. Il faut aussi voir que on a 30% de la population au Luxembourg qui sont locataires. Je crois que dans d'autres parties de la grande région, c'est bien plus. Mais là aussi, ils n'ont même pas le choix comment et quelle forme d'énergie ils utilisent, comment ils chauffent leur logement. Et là aussi, il faut d'une part agir que les propriétaires mettent en œuvre des rénovations pour augmenter l'efficacité énergétique, mais aussi, de l'autre côté, neutraliser l'impact sur les loyers, parce qu'on a vu déjà des augmentations massives des loyers. Donc, il faudrait aussi subventionner ces transformations-là et plafonner finalement l'impact sur le loyer. Ça, c'est quelques exemples. Mais surtout, si on parle des entreprises, ce qu'il faut prévoir dès maintenant, c'est la protection des emplois, mais d'une manière prospective. Et d'où notre revendication comme OGBL de l'introduction obligatoire de bilans sociaux dans les entreprises qui seraient à établir en commun dans la cogestion entre les délégations du personnel et les employeurs, qui justement devraient identifier les adaptations qui seraient à apporter à l'organisation de la production, à l'organisation des activités de l'entreprise par rapport aux deux transitions que j'ai nommées, et donc aussi identifier les profils nécessaires à l'avenir, les formations à prévoir, des fonctions, quelles fonctions vont disparaître, quelles nouvelles fonctions vont apparaître d'emplois verts, et donc organiser déjà dès maintenant des formations continues pour préparer ces transitions, pour permettre la réorientation et ne pas seulement réagir au moment où c'est là par des divisions anti-crise, etc. Et là aussi, on est d'avis qu'il faut développer davantage de logique sectorielle pour garder les emplois dans les secteurs et donc une plus grande collaboration au niveau sectoriel aussi. Là, on avait maintenant dans le cadre de la pandémie, lorsqu'il y avait des fermetures pour des raisons sanitaires, on a négocié des premiers plans de maintien de l'emploi sectoriel. C'était une innovation, ça n'existait pas avant, mais c'était quand même très limitatif. C'était vraiment pour répondre à la pandémie, pour permettre l'accès au chômage partiel. Et ça, ce serait un élément à développer à l'avenir pour justement mettre en place ces logiques prospectives au niveau sectoriel et donc protéger les emplois. J'ai un peu fait une liste des changements qu'on pourrait attendre. Qu'est-ce qu'on entend juste par ces transformations? Il y a aussi des évolutions technologiques évidentes, je crois. Les collègues vont en discuter après dans la table ronde, mais il y a le développement de l'Internet of Things, comme on l'appelle, donc l'interconnectivité des machines, les systèmes interconnectés et intelligents. Il y a le développement des énergies renouvelables, on va vers une réduction des énergies fossiles, ça c'est clair, le développement de l'électromobilité. Il y a le smart metering pour la consommation du gaz et de l'électricité, le développement du cloud computing, des big data, dans le secteur financier, le fintech, voire les assurtech dans les assurances, il y a l'impression en 3D dans l'industrie, il y a la logique de l'économie circulaire, on va de plus en plus vers l'utilisation du leasing, plutôt et de la réutilisation de certaines ressources. Il y a le développement de l'intelligence artificielle, des véhicules autoconducteurs. Donc c'est toute une pléthore de différentes évolutions qui tous auront finalement un impact aussi sur l'emploi, sur l'organisation des entreprises et sur les relations de travail elles-mêmes finalement. Parce qu'on a vu là dans les 2 dernières années, pendant la pandémie, un fort développement du télétravail qu'on n'aurait pas imaginé en 2019 et qui reste, je crois que c'est déjà clair, on aura dans tous les secteurs qui le permettent, pour toutes les fonctions qui le permettent, on aura plus de recours au télétravail à l'avenir qu'avant 2020, avant la pandémie.
Mais on voit aussi le développement de formes de travail, et ça se développe de plus en plus flexible. On a déjà dit, oui, on n'est jamais très content si on entend le mot flexible, parce que on sait qu'il y a une flexibilité positive pour les salariés, mais il y a surtout aussi une flexibilité négative. Et là, on a le phénomène quand même de plus en plus accentué que la flexibilité en matière de temps de travail, finalement, se traduit surtout à une disparition des frontières entre le temps de travail légalement défini et le temps libre, le temps de repos. Et ça, c'est même un phénomène qui s'amplifie aussi dans le télétravail. Il y a toutes les études qui ont été faites au niveau européen qui le confirment. Donc une revendication essentielle, c'est aussi de faire respecter le droit à la déconnexion des salariés. On a actuellement un peu de problèmes parce qu'il y a un projet de loi qui se base sur un accord trouvé entre les employeurs et les syndicats. Et là, le Conseil d'État l'a pratiquement totalement, le met en question parce qu'il attaque sur tous les points pratiquement, mais on espère encore trouver une solution là-dessus. Il s'agit bien de faire respecter le droit à la déconnexion, puisque, a priori, l'employeur n'a pas le droit de contacter le salarié à toute heure de la nuit ou pendant ses congés. Donc, en fait, le droit à la déconnexion découle de la législation du temps de travail, mais c'est justement le fait qu'il soit de moins en moins respecté qu'il faut combattre. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un droit, mais de faire respecter ce droit. Et pour ça, il faut un renforcement de la législation. Il y a aussi des essais de mettre en question le droit de travail. On le voit surtout au niveau du travail de plateforme qui se développe aussi de plus en plus dans notre région. Et on voit clairement que souvent, finalement, on parle d'un travail autonome, indépendant, mais la plupart du temps, ce sont vraiment des faux indépendants, puisqu'il y a toujours un lien de subordination. Et donc, on a vraiment un phénomène d'ubérisation, même si Uber n'est pas encore arrivé au Luxembourg, mais apparemment le gouvernement a quand même essayé de les attrayer ici, mais il y a une convention collective sectorielle qui n'a pas été renégociée depuis longtemps, mais qui empêche. Mais là aussi, on voit quand même, notamment dans les livraisons, qu'il y a ce phénomène qui se développe aussi pour nous. Et donc là aussi, il faut renforcer le droit du travail. En allant vers la direction, c'est aussi la politique européenne actuelle, c'est assez positif comme évolution, mais il faut voir comment on l'implémente. Mais c'est l'idée d'une présomption du statut de salarié. Donc c'est à ces plateformes de prouver que leurs travailleurs sont véritablement des indépendants et pas dans un lien de subordination, mais on part du principe que ce sont des salariés, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, ce serait une réforme importante et on espère qu'ici, au moins au Luxembourg, on aura un projet de loi assez prochainement, puisque le ministre du Travail l'a annoncé. Mais à voir. L'autre aspect qui gagne en importance dans la transformation digitale, c'est aussi la protection contre la surveillance sur le lieu de travail, sur la surveillance qui impacte la sphère privée des salariés, leurs données privées. On a vu pendant la pandémie, avec l'utilisation du temps de travail, du télétravail, on a aussi vu un recours de plus en plus prononcé, là je parle au niveau international, à des logiciels de surveillance de l'activité sur l'ordinateur, où on peut même enregistrer la rapidité des frappes ou faire des screenshots tous les 15 minutes, par exemple, pour surveiller l'activité des salariés, ou aussi il y a aussi des modèles de contrôle des déplacements professionnels, par exemple. Donc tout ça se développe aussi. On a eu le RGPD qui est censé, a priori, protéger les salariés aussi, mais on voit qu'en fait, il est surtout utilisé par les employeurs pour ne plus fournir d'informations aux représentants des salariés. Donc c'est aussi un problème, et là aussi, il faudrait adapter et renforcer la législation. Bon, mais là, j'ai nommé beaucoup d'éléments négatifs
d'évolution négative, alors que, a priori, la transformation digitale, tout comme la transition écologique, ils ont aussi beaucoup de potentialités positives. Et en fait, c'est la question comment les orienter, parce qu'il faut quelque part mettre les hommes et les femmes au centre et pas les profits des entreprises, parce que finalement, la digitalisation devrait pouvoir permettre des réductions, même radicales, du temps de travail, une meilleure work-life balance, une réduction du travail pénible et insalubre, comme la transition écologique aussi, un travail qui soit plus enclin avec l'environnement et qui soit plus sain en général. Donc là, c'est vraiment la question générale de l'orientation de ces transformations. Est-ce qu'on met l'homme au centre ou est-ce qu'on met les dividendes des actionnaires au centre? Et ça, c'est la mission primordiale aussi, finalement, pour nous syndicats, cette répartition-là. Et bon, venons enfin à la dimension de la grande région. Là, je vais me référer à un avis assez récent du Conseil économique et social luxembourgeois sur le développement de la métropole transfrontalière, où il y a toute une série de propositions concrètes qui ont été développées ensemble entre les syndicats et les employeurs. Et surtout, on voit un aspect commun, c'est le développement finalement de la coopération au niveau de la grande région pour faire des choses en commun et pas se baser sur une logique de concurrence. Je crois qu'on a vu ces derniers mois un exemple concret de concurrence entre les différentes composantes de la grande région avec la discussion assez éternelle au Luxembourg du soi-disant tourisme à la pompe. Parce que pour la première fois, on a vu maintenant, avec la hausse des prix de l'énergie, que le Luxembourg n'était plus toujours le moins cher pour les carburants. Donc on a eu l'effet que des résidents luxembourgeois vont faire leur plein en France ou en Allemagne. C'est vraiment une nouvelle évolution. C'est aussi, c'est une combination de plusieurs effets. Il y a aussi la taxe CO2 qui joue parce qu'elle existe au Luxembourg mais pas dans les pays voisins. Mais finalement, pour le climat, ça ne change pas grand-chose de seulement déplacer le lieu où les gens font du plein. Même on génère encore plus de transport. Ce serait plus logique finalement d'avoir une harmonisation des prix au niveau de la grande région et là surtout des efforts pour diminuer finalement le recours au transport individuel et de développer massivement aussi au niveau transfrontalier les transports en commun, les transports publics. Et là, on voit plutôt même des évolutions qui vont dans la mauvaise direction si on nous annonce maintenant la fermeture de la ligne de chemin de fer prévue dans quelques années entre Oudin-les-Tiches et S-sur-Alzette. C'est vraiment totalement contre-productif. Au contraire, il faut développer encore davantage les transports publics au niveau de la grande région et avoir une politique commune de mobilité finalement au niveau de la grande région plutôt qu'une concurrence. Donc, ce qu'il faudrait, c'est ça, un sujet central de cet avis du CS luxembourgeois, c'est le développement d'un véritable projet de territoire pour la métropole transfrontalière qui est devenue la grande région. Donc, un schéma de développement territorial existe, il a été publié en octobre 2020. Il faut maintenant voir comment l'implémenter véritablement, parce que là, c'est souvent des belles déclarations, mais dans les faits, ils ne sont pas suivis par beaucoup d'évolutions concrètes, d'actions concrètes. Donc, il faut un développement territorial plus cohérent à l'échelle transfrontalière. Et là, ça passerait déjà par l'introduction d'un partage d'informations réciproques permanent pour tous les projets d'aménagement du territoire qui ont d'intérêt commun, qui impactent les zones transfrontalières.
On pourrait aussi développer des fonds bilatéraux de développement entre les pays. Une coordination au niveau des transports en commun, comme j'ai dit, et en général, quand même, aller dans la direction d'un développement économique plus équilibré entre les différentes composantes de la grande région. Donc on pourrait, ou il faudrait promouvoir les coopérations transfrontalières au niveau des zones d'activité économique, de la logistique, mais aussi au niveau de la politique de recherche et d'innovation. Il y a l'université de la grande région, mais elle ne représente pas encore grand-chose. Mais il y a aussi des choses qu'on pourrait faire au niveau de la politique sociale, au niveau de la politique de la santé. Par exemple, des zones d'accès transfrontaliers aux soins. Parce que c'est pas logique que si on habite plus proche d'un hôpital de l'autre côté de la frontière, qu'on va quand même dans l'hôpital qui est un peu plus loin dans le même pays. Et là aussi, il y a la question, il y a une certaine concurrence pour trouver du personnel de santé. Et là, tous les pays, finalement, connaissent une certaine pénurie actuellement. Et donc là, il faudrait agir ensemble pour développer aussi la formation initiale de ce personnel, en prévoyant, par exemple, des formations communes transfrontalières. Et il faut mettre aussi... il faut développer, par exemple, les crèches transfrontalières. Il y a actuellement la possibilité d'utiliser les services accueil luxembourgeois dans des crèches dans la région transfrontalière, et c'est très limité. Donc là, il faudrait assouplir les critères de reconnaissance pour ces crèches, pour que les frontaliers au Luxembourg puissent quand même utiliser aussi les crèches dans leur pays. Et bon, un autre point, c'est le développement de la coopération transfrontalière, aussi au niveau de l'apprentissage transfrontalier. Là, on a eu un avis séparé, et en général au niveau de la formation professionnelle, mais pourquoi pas aussi au niveau de la formation professionnelle continue. Donc là, ce sont tous les éléments où la coopération au niveau de la grande région pourrait être renforcée. Bon, il y a toute la question aussi de la législation qui impacte les frontaliers. On a depuis, je dirais, 2006 environ, une politique luxembourgeoise qui mise de plus en plus sur les prestations en nature à utiliser au Luxembourg plutôt que de recourir aux prestations en espèces. Ça a mené à des discriminations des frontaliers, et ça fait des années maintenant quand même des batailles juridiques pour lutter contre ces discriminations. On a eu des succès en partie, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent toujours non réglées. Donc là aussi, il faut vraiment mettre un terme à ces discriminations. Et enfin, il y a aussi la question, avec le développement du télétravail, de l'adaptation de la législation fiscale et de la législation en matière de sécurité sociale, puisqu'on sait que la demande de pouvoir faire du télétravail dans les emplois qui le permettent vient au Luxembourg, souvent, surtout des frontaliers, parce qu'ils ont les plus longs trajets, parce qu'ils sont confrontés chaque jour sur des embouteillages et des problèmes de mobilité, des transports en commun qui ne sont pas suffisants. Donc là, il faut effectivement modifier la législation. On a depuis plusieurs années la revendication d'harmoniser les jours permis pour faire du télétravail. On a un plafond commun pour toute la grande région, parce qu'actuellement on a 3 plafonds différents entre la France, la Belgique et l'Allemagne, et aussi de s'aligner finalement sur le plafond en matière de sécurité sociale. Il y a aussi la question des travailleurs des établissements publics et de la fonction publique qui sont actuellement exclus, alors qu'il y a quand même aussi de plus en plus de frontaliers qui travaillent dans ces secteurs. Donc là aussi, il faut une solution. Le mieux, ce serait effectivement une solution européenne. Le gouvernement luxembourgeois l'a d'ailleurs dit hier aussi. Désormais, il parle de 41 jours
ils veulent proposer au niveau européen de passer de 25% à 41%. Au niveau de la sécurité sociale, mais là, à nos yeux, il faut quand même aussi faire attention pour ne pas encourager des abus. Et la voie pourrait peut-être être de différencier le télétravail d'autres prestations de travail qui ont lieu dans le pays de résidence. On resterait globalement sur les 25% actuels, mais en permettant un seuil plus élevé pour le télétravail, parce que 41%, finalement, ça correspond à 2 jours par semaine. C'est ça, c'est l'objectif. Mais il faut, avec le développement de télétravail, il faut quand même aussi faire attention de ne pas créer une nouvelle division artificielle 15 ans après qu'on a introduit le statut unique au Luxembourg, où il n'y a plus la séparation qu'il y avait entre ouvriers et employés, ils ont les mêmes droits, le même statut, et que par la porte du télétravail, on crée maintenant une division entre les emplois qui sont télétravaillables et les emplois qui ne le sont pas. Donc ça ne doit pas être un privilège, on a des emplois qui le permettent et d'autres non, mais ça ne veut pas dire que quelque part c'est mieux d'être dans un... ça mène à un autre statut si on est dans un emploi télétravaillable. Donc il faut aussi un peu faire attention de garder quand même à l'œil qu'il y a aussi 50% des emplois qui ne sont pas télétravaillés. Donc ça, c'était un peu des points que je voulais entrer dans la discussion pour la table ronde aussi. Je ne vais pas tellement insister maintenant sur le côté technologique et de l'industrie, ce que ça veut dire sur les emplois industriels, parce que là, je pense que les représentants de l'industrie sont plus habilités de le faire. Et donc, je vous souhaite de bonnes discussions, une journée productive ici à Véniche, et oui, bonne continuation. Merci.